Bonsoir à tous et à toutes. Monsieur Jean-Philippe Andriès. Présent. Monsieur Guy Deschamps. Présent. Madame Dominique Saint-Oyan. Absente. Excusez pouvoir à Monsieur Deschamps. Monsieur David Malbranc. Présent. Madame Catherine Kerlidou. Présent. Monsieur Jacques Lomaillet. Présent. Madame Joëlle Leplat. Présent. Monsieur Carmelo Furnari. Présent. Monsieur Michel Lejeune. Monsieur Alain Guermont-Pré. Présent. Madame André Castro. Absente. Excusez pouvoir à Madame Brabant. Madame Annick Brabant. Présent. Madame Roselyne Garminck. Présent. Monsieur Abdel Mercous. Présent. Madame Dominique Vandendrich. Monsieur Philippe Deloup. Présent. Madame Pascale Miano. Retardée, elle revient du boulot, elle va arriver pour l'instant provisoirement pouvoir à Monsieur Guermont-Pré. Madame Christine Boulanger. Monsieur Philippe Stevens. Madame Angélique Watrelot. Madame Soisic Vandenest. Absente. Excusez pouvoir à Monsieur Stevens. Monsieur Aurélien Guénin, présent. Monsieur André Novak. Monsieur Jérémy Rodsard. Madame Aude Auchard. Madame Mélanie Roberts. Monsieur Daniel Bourgois. Madame Christelle Van der Merch. Monsieur Mathieu Johnston. Merci. Alors, je commence tout de suite. Les décisions, contrats et conventions qui ont été prises vous ont été communiquées avec le dossier du conseil municipal. Et à suivre, je mets au vote le procès-verbal de la séance du mercredi 10 novembre dernier. Y a-t-il des observations? Des remarques? Pas d'observations? Pas de remarques? Je mets au vote donc ce PV de la séance du dernier conseil municipal du mercredi 10 novembre 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Nous allons donc attaquer les sujets des délibérations à l'ordre du jour. Premier sujet, ouverture anticipée de crédit pour l'année 2022. L'article L 1612-1 du CGCT prévoit qu'une délibération peut permettre l'ouverture anticipée de crédits d'investissement dans la limite de 25% des crédits votés durant l'exercice précédent, afin de permettre l'engagement de certaines dépenses et recettes d'ici le vote du budget primitif 2022, qui sera présenté au conseil municipal durant le mois de mars prochain, et notamment la pose de plaques polycarbonate salle Pasteur, l'acquisition d'un logiciel de gestion des ressources humaines, l'achat de mobilier pour l'espace de télétravail, qui était de coworking, qui était inscrit au budget primitif 2021, mais qui ne pourront pas faire l'objet d'un engagement comptable avant le 31 décembre de cette année. La réalisation d'un parking rue Pierre-Cateau dans les meilleurs délais, le souhait d'acquérir 2 véhicules électriques pour la gestion courante des services municipaux et de négocier la reprise d'anciens véhicules plus polluants, la nécessité de prévoir une provision pour l'engagement des différentes missions de contrôle et le versement éventuel d'avances sur marché pour la réalisation du pôle culturel, les délibérations du conseil municipal autorisant la vente de 2 bâtiments municipaux. Il est donc proposé d'approuver cette ouverture anticipée de crédit en section d'investissement pour l'exercice 2022, comme nous le faisons tous les ans, bien évidemment, pour permettre à la commune de pouvoir fonctionner en attendant de voter notre budget. Y a-t-il des questions? Des remarques? Pas de questions? Pas de remarques? Je mets au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Mise en vote de parcelles de terrain AH 591, 589 et 416, situées 72 rue Pierre-Cateau. Le bâtiment situé 72 rue Pierre-Cateau est loué depuis le 1er février 2019 à la SARL Tendance et Fraîcheur. Dans le bail figure un pacte de préférence qui prévoit que la société Tendance et Fraîcheur aura la préférence sur tout autre acquéreur pour l'acquisition des parcelles situées près du bâtiment durant 3 années à compter de la signature de l'acte authentique de vente du bâti. Après plusieurs échanges avec la commune, les restaurateurs ont fait part de leur volonté d'acheter le bâtiment où ils exercent leur activité, ainsi que
la totalité des parcelles 591 et 589, une partie de la parcelle 416 qui va être découpée pour permettre à la ville d'agrandir la parcelle 669 que nous conservons. Cette opération permettra de construire un parking plus grand pour les parents d'élèves de l'école du Buisson, les riverains du secteur concerné et plus généralement pour tous les usagers fréquentant ce quartier. Les parcelles 591, 589 et 416 font actuellement l'objet d'un contrat de prêt à usage de parcelle avec la ferme d'Alles. Ce contrat sera résilié à sa prochaine échéance, c'est-à-dire à compter du 30 juin 2022. Le service des domaines a évalué ces terrains à 70,25 € le mètre carré. La surface des terrains vendus représente 4 804 mètres carrés. Le prix de la vente est donc de 337 481 €. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Monsieur Rotsar. Oui, pour notre bonne information, il aurait été intéressant d'avoir les plans des parcelles, puisque c'est quand même assez complexe, et je trouve que voilà, on aurait pu avoir les parcelles pour être vraiment bien informé. Merci. Monsieur Johnston. Oui, merci Monsieur le maire. C'est une double satisfaction, ce double projet de délibération pour vitaliser l'air. Excusez-moi d'anticiper un peu sur la prochaine, mais vous l'avez évoqué. Double satisfaction donc, je disais. D'abord sur la vente du bâtiment qu'on verra juste après. Il est toujours intéressant de se pencher sur le passé, sur l'histoire. Je rappelle que cette vente avait fait débat à l'époque, que toutes les parties prenantes autour de la table n'étaient pas forcément favorables à cette vente. C'est un projet que j'avais personnellement soutenu sur le mandat précédent, quand d'autres disaient qu'on gaspillait et qu'on vendait et gâchait les bijoux de famille et de la couronne. Je pense qu'il était intéressant de rappeler ces faits d'armes de l'époque et qu'il est toujours bon d'avoir un peu de mémoire. Deuxième motif de satisfaction, là c'est très clairement l'objet de cette délibération, qui est celle de la mise en vente donc des parcelles pour y faire, et c'est bien explicité, même si effectivement un petit plan ont été les bienvenus, un parking qui sera rapidement aménagé, si j'ai bien compris la délibération précédente pour les anticipations de crédit. C'est donc là pour nous aussi une satisfaction. On a souvent rappelé à Vitaliser l'air que ce parking était bel et bien et fortement utilisé par les parents de l'école du Buisson. J'en ai encore parlé. J'en ai encore parlé au dernier conseil municipal. Évidemment, si l'objet est de faire de ce parking un point important de la vie du secteur, il sera d'autant plus important d'avoir un œil très attentif sur la sécurisation du site. La rue Pierre-Cateau étant ce qu'elle est, la fréquentation aux sorties, aux entrées d'école étant forte et intense, il faudra vraiment être très vigilant sur l'accompagnement de ce carrefour pour la sécurisation de chacun des utilisateurs pour que l'usage effectif soit fait à bon escient et sécurisé. Ok, merci. Alors, pour répondre à Monsieur Rotsar, effectivement, je ne sais pas si vous avez reçu des plans, effectivement, mais je pense que les parcelles, tout simplement, sont les parcelles qui commencent sur le parking et qui se prolongent directement dans l'encombrement du parking et en suivant le petit chemin de terre qui permet d'aller jusqu'au canal. Pour ceux que ça parle. Donc, ces terrains, effectivement, nous avions convenu, quand on avait signé, il y a près de 3 ans maintenant, le bail avec les gens les associés de Tendance et Fraîcheur, nous avions effectivement prévu une priorité pour eux parce qu'ils envisagent à terme de pouvoir faire une extension sur cette surface-là. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que, ils se portent bien malgré la conjoncture puisqu'ils vont nous acheter le bâtiment, comme le disait un peu par avance Monsieur Johnston, c'est la prochaine délibération. Donc on va pouvoir passer à la vente effective de ce bâtiment. C'est la prochaine délibération. Et ça veut dire qu'ils ne s'arrêteront pas là et qu'ils ont l'ambition derrière ce parking que nous allons faire. Et effectivement, c'est important pour nous ce parking parce qu'il permettra non seulement pour les écoles, comme l'a dit Monsieur Johnson, mais aussi pour tous les riverains qui viennent là, notamment ceux qui ont besoin d'un point pour poser une voiture pour pouvoir aller se promener le long du canal, par exemple. Parce que vous savez comme moi que si on veut aller dans certaines parties de l'air, si on veut aller se promener sur au bord du canal, c'est quelquefois très difficile de pouvoir garer sa voiture à proximité. Donc ça fait partie de notre plan, de desserte effectivement de l'accessibilité au canal. C'est le premier élément. Donc ce parking permettra tout ça de façon confortable.
C'est important. Et je le répète, derrière, sur les terrains qui sont derrière, ça permettra à Tendance et Fraîcheur de pouvoir envisager sereinement leur progression en termes d'activité professionnelle, puisque vous le savez qu'ils ont principalement 2 activités professionnelles, un aspect traiteur pour lequel ils ont besoin d'avoir ce qu'on appelle un laboratoire, donc de pouvoir fabriquer leur partie traiteur, mais ils ont aussi des salles de réception que vous connaissez et un restaurant. Donc ils ont des projets de ce côté-là, donc c'est pour moi une très bonne nouvelle, à la fois sur cette première délibération et sur la suivante. Voilà. Donc, plus de questions, plus de remarques? Monsieur Novak. Juste une précision, puisque j'entends vos réponses, Monsieur le maire, et j'en suis très content. Une petite précision concernant aussi la remarque de mon collègue Matthew Johnston à propos des bijoux de famille. En effet, nos 3 groupes de l'époque, c'était au mandat précédent, défendaient fortement en fait le fait que ce bâtiment historique de la Buissonnière, c'était un petit peu dommage de s'en séparer au vu des projets de l'époque. Et ça remonte à déjà même 2 mandats. Donc ça, c'est une chose à préciser. D'autre part, à l'époque, nous avions comme projet, nos groupes respectifs, d'en faire un centre culturel avec un mixage public-privé. Donc voilà, donc ça c'est une précision. Mais il s'avère que le projet a changé entre-temps, puisque vous, majorité, vous, avec le restaurant Tendance et Fraîcheur et Ensemble Glorifie, on est très content que ça puisse bien marcher, que ce bâtiment est entre de bonnes mains, et que en fait le côté historique et naturel du bâtiment sera bien respecté, et en plus il propose pas mal d'animations pour la ville, et c'est ça qui peut être intéressant aussi pour nous, collectivités, de pouvoir travailler avec cette équipe-là. Voilà, donc ça c'était une précision. Une autre précision que je voudrais aussi mettre en évidence, c'est en fait le chemin, vous parliez de ce stationner-là. J'ai remarqué depuis plusieurs jours et depuis plusieurs semaines que ce terrain est le chemin qui jouxte pour aller se promener dans les champs est très très boueux et parfois peu accessible. Est-ce que la ville peut prévoir quelque chose sur ce chemin-là, peut-être mettre des gravillons, peut-être de manière à ce que on puisse y aller quoi. Alors je sais pas sur est-ce que ça fait partie de la MEL, est-ce que ça fait partie de la ville, est-ce que c'est considéré comme voirie. Alors voilà. je vais vous répondre. D'abord, nous sommes très contents que vous soyez contents, donc c'est une bonne nouvelle. Sur la première partie de votre remarque. C'est bientôt Noël, hein, monsieur le maire. La deuxième remarque, c'est qu'effectivement, ce chemin est MEL, donc nous en ferons la demande à la MEL, effectivement, pour remettre des cailloux, mais effectivement, c'est un chemin MEL. Voilà. J'en terminerai pour vous dire, puisque vous reprenez tous l'expression des bijoux de famille, je tiens à vous dire que les bijoux de famille se portent bien, puisque nonobstant le fait qu'on est en train de parler de la vente des terrains, nonobstant le fait qu'on va parler juste après de la vente du bâtiment, je vous précise quand même que malgré le fait qu'on ait fait des efforts pour leur supprimer des loyers pendant la période difficile, comme on l'a fait à d'autres établissements dont nous sommes propriétaires, je vous rappelle que sur 3 ans, cette location nous a rapporté 125 000 euros net. C'est quand même à noter, c'est en plus, et ça vient améliorer nos bijoux de famille, pour reprendre vos expressions, c'est pas la mienne. Donc, je mets au vote donc cette délibération sur la mise en vente des parcelles de terrain AH 591, 589 et 416, situées 72 rue Pierre Cateau. Qui est contre? Je note le retour, l'arrivée de Madame Miano qui pourra voter avec nous. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante, mais elle a déjà été déflorée par Monsieur Johnston, alors tant pis. Mise en vente du bâtiment situé 72 rue Pierre Cateau, donc complément et actualisation de la délibération numéro 1803 du 15 février 2018. Alors, cette délibération, nous l'avions déjà prise effectivement à cette date-là. Mais nous repassons devant vous cette délibération. Pourquoi? Parce que ce bail dérogatoire avec promesse unilatérale de vente, les preneurs donc sont prioritaires en cas de vente. La société Tendance et Fraîcheur nous a bien signifié son intention d'acheter. Le prix de vente est déjà prévu dans le dit bail et qui était fixé à 565 000 euros. Et la vente doit se réaliser avant le 31 janvier 2022. En cas de dépassement de délai, parce que les tractations sont toujours un peu longues, les démarches à finaliser, une convention d'occupation précaire couvrira la période nécessaire aux formalités restantes administratives.
La délibération numéro 1803 qui avait été votée par nous, conseil municipal, le 15 février 2018, autorisait déjà la vente, mais à une SCI qui était représentée par messieurs Parage et Bouche. Mais finalement, c'est une SARL, Tendance et Fraîcheur, avec toujours les mêmes messieurs Parage et Bouche, qui en fera l'acquisition. Donc je suis obligé de repasser devant vous cette délibération, ce n'est plus une SCI mais une SARL. Premier sujet. Deuxième sujet, toujours dans cette délibération, on prévoyait que la rédaction de l'acte de vente serait confiée à un office notarial qui existe toujours mais qui a changé de dénomination parce qu'un nouveau notaire a rejoint cette étude de plusieurs notaires. Donc là aussi, techniquement, le nom du cabinet de notaire est complété parce qu'il y a un nom de plus qu'avant. Donc pour toutes ces raisons purement administratives, entre guillemets, nous repassons cette délibération devant vous. Pour ces raisons techniques, donc il est nécessaire de voter une nouvelle délibération. Est-ce qu'elle appelle des commentaires ou des remarques? Je pense qu'on vient d'en parler précédemment. Pas de remarques, pas de commentaires. Je mets au vote donc cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette double unanimité qui permettra à cette équipe des jours heureux, et c'est le mal que je leur souhaite, sur la commune de Lers, parce que je pense que c'est un vrai plus en termes d'attractivité pour notre commune. Alors, on passe sur un sujet complètement différent. Schéma de mutualisation 2021-2022. 2026. Merci. Convention entre la MEL et les communes, volet urbanisme. Alors, depuis le 1er juillet 2015, date de la délégation de compétences de l'instruction des autorisations d'urbanisme de l'État aux communes, la MEL a mis en place un schéma de mutualisation pour une gestion partagée avec l'ensemble des communes d'un logiciel métier commun, Oxalis. À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir tout dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme par voie électronique. La mise en place du GNO, joli nom pour parler du guichet numérique des autorisations d'urbanisme, constitue la réponse aux évolutions imposées par la loi. Dans ce cadre, la MEL met en place un nouveau schéma de mutualisation pour les années 2022 à 2026. L'objet de la présente délibération est d'autoriser la signature de la convention avec la MEL dans les domaines ci-après. Poursuivre l'adhésion au logiciel métier Oxalis, qui va dorénavant intégrer le GNO, le guichet numérique des autorisations d'urbanisme. La cotisation annuelle, malheureusement, va passer de 450 € à 640 €. Et de souscrire à l'option de mise à disposition du registre dématérialisé de la MEL, outil rendu nécessaire dans la mise en œuvre de nombreuses procédures en urbanisme et en aménagement, enquête publique, concertation préalable par exemple. Cette mutualisation permettra de ne pas faire porter à la commune le poids humain et financier d'un tel dispositif qui ne s'avérera nécessaire que très ponctuellement. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Pas de questions? Pas de remarques? Je mets au vote donc ce schéma de mutualisation au travers de la convention entre la MEL et les communes sur le volet urbanisme. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Sujet suivant, don d'un bain-marie au centre communal d'action sociale. On passe vraiment des sujets très intéressants. Sujet important. La parole va être à Monsieur Deschamps. C'est bon. Alors, chers collègues, je vous signale que lors du premier confinement en mars 2020, le pôle restauration junior, PRS, de la ville a mis à la disposition du CCAS, organisme gestionnaire du pôle restauration senior, un bain-marie 3 cuves disponible compte tenu de l'arrêt de la production des repas scolaires. Ce prêt a permis de continuer la production des repas à destination des résidents de l'EHPAD et d'en garantir le maintien en température. Je vous précise que lors de la reprise d'activité du PRS, la ville a procédé à l'acquisition du nouveau bain-marie, laissant à la disposition du CCAS le matériel prêté afin d'assurer la confection des repas des résidents, tout en conservant les règles des distanciations sociales.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé ce soir d'approuver le don du bain-marie à titre gratuit en faveur du CCAS afin de l'intégrer dans l'actif de cet organisme et de le garantir via son contrat d'assurance. Avant que Monsieur le maire procède au vote, je vous signale que par mail en date du 4 décembre 2021, le projet de délibération a été communiqué pour info et pour avis aux membres de la deuxième commission, lesquels n'ont mis aucune remarque. Merci. Y a-t-il des commentaires, des remarques sur cette délibération? Je prends la parole. Vas-y. Chers collègues, je tiens à vous remercier en ma qualité de vice-président pour ce don de bain-marie qui, certes, qui, je vous rassure, ne va pas réduire la capacité financière de la ville. Bien. Puisqu'on est en période de Noël, voilà, c'est un don. La ville fait un don au CCAS, c'est une bonne nouvelle. Alors, donc pas de remarques, pas de commentaires sur cette délibération qui peut vous paraître anecdotique, mais encore une fois, il faut qu'on soit en conformité. Et même si on fait un don entre la ville et le CCAS, on est obligé de mettre ça en adéquation avec les règles à respecter. Donc pas de remarques, pas de questions, donc je mets au vote qui est contre cette délibération. Personne n'est contre, c'est une bonne nouvelle. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Merci, Monsieur Deschamps. La parole est ensuite à Monsieur Malbranck sur la programmation culturelle 2022. Ne cherchez pas de lien entre le bain-marie et la programmation culturelle. Je pense qu'il n'y en a pas. Donc, je vais vous évoquer donc la proposition de programmation culturelle qui a été bien sûr échangée et discutée en commission. Je résumerai cette programmation sur 4 mots: diversité, éclectisme, hors les murs et participatif. Je vais vous détailler en quelques points rapidement les différents spectacles que nous nous proposons d'accueillir. Sardou, Johnny et les autres, le samedi 19 mars, c'est l'occasion de pouvoir accueillir à la salle Kerkhove, j'ai envie d'appeler 2 monuments de la chanson française, puisque Jacques Revaux, c'est le compositeur de musique qui a écrit notamment Comme d'habitude et qui a écrit énormément de musique pour Johnny Hallyday et surtout pour Michel Sardou, et Pierre Billon qui pour certains, les plus anciens peut-être, est le fils de Patachou, qui est une chanteuse des années 40, 50, et qui, lui, a écrit un certain nombre de chansons, notamment pour Johnny Hallyday. L'idée, c'est de se retrouver un peu comme des amis un soir devant un piano et de pouvoir ensemble fredonner ces chansons et aussi découvrir l'histoire de ces chansons. Et puis pour les plus jeunes, le pianiste de Michel Sardou, qui sera là, Jean Morat, c'est celui qui a écrit la musique d'Albator. Voilà. Donc on finira peut-être avec la musique d'Albator. Voilà. Donc c'est quand même assez éclectique. Ensuite, au mois d'avril, il n'y a pas de spectacle programmé puisque nous serons sur une période d'élection avec des salles qui sont déjà fortement sollicitées. Donc au mois de mai, le 14 mai, nous allons nous intégrer, nous inscrire comme depuis de nombreuses années sur l'île 3000, puisqu'après les différentes thématiques qui depuis 2004 ont été proposées sur 22 plutôt, c'est Utopia qui donc d'avril à septembre 2022 à Lille, mais aussi sur l'ensemble de la métropole européenne de Lille, vont nous permettre de découvrir et de redécouvrir un certain nombre de lieux et de spectacles. Et nous accueillerons une balade culturelle le long du canal. C'est participatif puisque ça a été travaillé d'abord avec les partenaires historiques de l'île 3000 sur la commune, notamment sur Machu Picchu, c'est-à-dire qu'on a travaillé d'abord avec l'Harmonie, l'école de musique et Diapason, et on a ouvert à l'ensemble des associations lersoises pour bâtir ensemble un événement. Toujours le mois de mai, le 21 mai, le Villeneuve Jazz Big Band, avec en première partie le Big Band qui est formé de certains élèves de l'école de musique municipale de Lers et de certains élèves de l'école municipale de musique de M. Il nous a semblé important de pouvoir valoriser aussi notre richesse locale en termes de musique. Au mois d'août, le mardi 30 août, nous accueillerons, je pense pour la première fois, le cinéma en plein air,
Donc un travail sera fait avec la commission pour définir le lieu d'accueil. Et le film, il y aura plusieurs propositions de films aux habitants avec un choix participatif. Au mois d'octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue, nous accueillerons le spectacle Vice Versa, qui ressemble un peu, sur certains points, un peu au Frères Taloche, si vous connaissez. Ça va être un peu ce côté mime et un peu ce côté musical, féerique, un peu, sous forme de bande dessinée. Toujours en octobre, le samedi 15 octobre, En pleine mer, c'est un spectacle qui avait été programmé cette année et qui malheureusement a dû être reporté. Au mois de novembre, le salon Arts et Loisirs, on a mis une enveloppe sur la partie culturelle pour pouvoir aussi l'enrichir avec des animations culturelles. Et puis en décembre, le 11 décembre, Laurent Lahaye sur un spectacle musical, là aussi, qui est reporté, qui avait été programmé en 2020. J'ai omis d'évoquer que sur Utopia, on a mis une enveloppe, puisqu'il nous semble important d'enrichir la programmation. On attend de travailler avec les assos lersoises pour voir celles qui vont s'engager. Et en fonction des arts qui seront représentés, on va proposer de l'enrichir avec des arts différents tels que le cirque ou la poésie ou d'autres thématiques. Il y a une provision qui est prévue pour les belles sorties. Alors au moment où la délibération avait été travaillée, la date n'était pas fixée. Elle a été fixée hier soir. La date est du 16 octobre pour accueillir les chœurs de l'Opéra de Lille. Et puis, il y a aussi une provision pour la SACEM et le budget total est de 21 000 €. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver cette programmation présentée. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Johnston. C'est bon? Faut appuyer où il y a le petit bonhomme. Alors, je vous rassure, je ne vais faire aucun commentaire sur l'opportunité des spectacles qui est proposé. Pour la meilleure raison, c'est que je ne fais pas partie de votre commission et donc je ne vais pas participer aux travaux. Je ne porterai pas de jugement là-dessus. Par contre, et au contraire, je trouve assez ça équilibré. Par contre, techniquement, il y a quand même deux remarques à faire. Très simplement, ce qu'écrit une délibération, seule une délibération peut le changer. Je vous rassure aussi, Monsieur Malbranc, que c'est pas spécifique à la délibération que vous présentez, puisqu'on aura le même cas sur le règlement de la crèche du centre petite enfance tout à l'heure. Or, il y a un problème récurrent dans vos rédactions de délibération, c'est qu'elles sont beaucoup trop précises. Elles intègrent dans le cœur de délibération des choses qui peuvent appeler être changées un peu facilement. Vous mentionnez là les heures de spectacle, le jour, ce qui fait que techniquement, si Michel Sardou doit commencer à 21h parce qu'il arrive en retard, oui je sais, mais c'est pour comprendre, on peut pas le faire puisque la délibération prévoit 20h. Techniquement, il suffit, bah oui, monsieur le maire, techniquement, il suffit de le mettre dans une note à côté du corps de rédaction pour que votre programme, politiquement, je comprends parfaitement que vous ayez besoin de le présenter en conseil municipal. Je ferai la même chose que vous, il n'y a pas de souci. Mais présenter le détail du programme dans le corps de délibération, alors qu'il suffit simplement de faire une note à côté, ça évite des problèmes techniques, puisque formellement, et je vous rassure, je ne le ferai pas, on pourrait embêter le trésor public en disant comment ça se fait, on fait un spectacle qui n'est pas prévu alors qu'il est simplement à 21h plutôt que 20h. Et techniquement, je vous assure que ce serait présentable. Donc ça. Et deuxièmement, un petit étonnement, dans le même esprit, on présente là les budgets alors qu'on n'a même pas encore évoqué alors je sais qu'il faut réserver par avance, etc. Mais encore une fois, on n'a pas encore évoqué le rapport d'orientation budgétaire. On n'a pas encore de budget. Et là, vous nous faites voter des tarifs de spectacles. Donc je comprends que l'intention c'est de réserver. Je comprends que les spectacles que vous réservez ont un coût, mais dans l'ordre des choses, il y a des éléments qui sont inscrits dans le corps, encore une fois, dans le corps de la délibération, qui techniquement ne devraient pas y être. Et je referai la même intervention sur le règlement de la petite enfance. Alors, j'entends ce que vous dites. Effectivement, on sait qu'on n'est pas obligé de passer cette délibération aussi détaillée que ça. C'est une volonté de le faire. C'est quelque chose qu'on a toujours fait, pour information, vous le savez, et de la présenter aussi, même si le budget n'est pas encore voté. Parce que je vous rappelle quand même qu'il faut qu'on ait un accord de principe pour pouvoir réserver ça, parce que si on attend le mois de mars prochain pour réserver quelque chose qui aura lieu le samedi 19 mars, on ne l'aura pas. Y compris au mois de mai, etc. C'est pas la peine que je vous explique les problèmes de réservation. C'est déjà compliqué en année normale, en année Covid, c'est encore plus compliqué. Donc voilà pourquoi on le fait par anticipation, comme tous les ans. Donc je pense que c'est pas
C'est pas nouveau et effectivement, on est d'accord avec vous, on n'est pas obligé de présenter dans le détail, mais il nous semble toujours opportun d'en faire profiter un maximum l'assistance, entre guillemets, qu'elle soit présente ou qu'elle soit à l'écoute via les réseaux. Et c'est pour ça que nous le faisons toujours. Hormis ces remarques de principe, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques ? Bien, donc je mets au vote cette délibération sur la programmation culturelle 2022. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Délibération suivante. Attribution de subventions exceptionnelles. La parole est à nouveau à Monsieur Malbranc. Chaque année, une somme est provisionnée pour financer les éventuelles demandes de subventions reçues par la commune après le vote du budget primitif. Nous avons reçu cette année 7 demandes de subventions sur l'année 2021. Il a été proposé de verser 130 € pour les 6 associations non lersoises qui mènent des actions variées. Il faut noter que c'est le même montant que les subventions qui sont versées aux associations non lersoises dans le cadre du vote du budget primitif. Donc les 6 associations, c'est l'association des sclérosés en plaques, la Banque alimentaire du Nord en complément des actions déjà menées par le CCAS auprès du comité d'entraide lersois et des restaurants du cœur, le Secours populaire français pour ses interventions en faveur des jeunes particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'association Louise Michel de Villeneuve-d'Ascq pour son aide aux femmes en difficulté et particulièrement celles victimes de violences conjugales, la Fondation de France pour ses actions de soutien à la recherche médicale contre les maladies graves, l'AADVAH de Seclin pour ses interventions auprès des personnes victimes d'accidents, de maladies ou accidents professionnels ou atteints de handicap. Et 320 € à l'APE du Buisson pour les actions menées avec les habitants du secteur lors de l'opération Colore ma ville, Colore mon cœur qui avait eu lieu en juin de cette année. Ces dépenses seront financées sur les crédits ouverts à l'article 65-74 du budget primitif 2021. Merci. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Pas de questions? Pas de remarques? Bien, je mets au vote cette attribution de subvention exceptionnelle. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante, attribution de subvention au singulier à l'association Soulagée de Yaoundé au Cameroun. La parole est à nouveau à Monsieur Malbranc. La commune de Lers soutient les actions menées par l'association lersoise Santé et Développement Les Amis de Fraouton depuis nombreuses années. Pour rappel simplement, puisque vous le savez, cette association a pour but de développer les actions de santé et de développement au Cameroun. Cette association a manifesté son souhait que la participation de la ville à l'occasion de son 30e anniversaire soit attribuée à l'association Soulagée, qui est donc au Cameroun, et les fonds ne pouvaient être versés à cette là-bas, dans ce pays, qu'à partir du moment où une association était créée. Cette association intervient à Yaoundé pour promouvoir la famille et le respect de la vie sous toutes ses formes à travers diverses activités proposées aux familles, enfants et jeunes, promouvoir et soutenir l'éducation des enfants et des jeunes défavorisés, notamment les filles, promouvoir l'insertion sociale et économique des familles à travers des activités génératrices de revenus en leur faveur, promouvoir l'insertion économique des jeunes filles et orphelins en appuyant en leur faveur diverses formations professionnelles. Il est donc proposé l'octroi d'une subvention de 731 € à l'association Soulagée de Yaoundé pour l'année 2021. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Bourgois. Monsieur Malbranc, les élus du groupe Vitaliser Lers désireraient obtenir une précision sur la rédaction de la présente délibération qui, dans sa version finale, reçue il y a quelques jours seulement, ne correspond pas aux propos échangés lors de la commission municipale. Dans nos échanges,
Il nous avait été précisé que l'association lersoise Les Amis de Fraouton ne pouvait bénéficier de la subvention anniversaire pour ses 30 ans d'existence en raison de critères d'attribution spécifiques qui lui étaient inapplicables et qu'il était indispensable de créer une association au Cameroun afin de pouvoir virer la subvention sur le compte bancaire de celle-ci. L'association lersoise s'est donc exécutée et a créé à Yaoundé l'association Soulagée pour satisfaire votre demande. Or, dans la délibération soumise aujourd'hui à notre approbation, il n'est plus question de demande spécifique de votre part, mais au contraire du souhait des Amis de Fraouton de procéder par virement au profit d'une seconde association. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur cette situation pour le moins difficile à saisir? Je vous précise que, quelle que soit votre réponse, notre groupe votera la présente subvention tout à fait justifiée. Merci. Monsieur Malbranc, micro. Donc moi, je vous confirme que nous avons demandé à l'association de Fraouton, des Amis de Fraouton, de se rapprocher de l'association de là-bas, du Cameroun, puisqu'il ne pouvait pas y avoir de versement direct de fonds municipaux d'une association lersoise de la commune vers une association d'une association lersoise vers une association au Cameroun. Et donc sur les fonds qui avaient été versés par la ville. Donc oui, notre demande a été qu'il y ait une création d'association là-bas. Oui, mais c'est pas ce qui est marqué sur si. La déclaration. Ah si. Alors, on nous dit c'est l'association des Amis de Fraouton. Non, ils ont souhaité verser. Ils ont souhaité que cette somme sur l'anniversaire qu'ils recevaient soit versée non pas à l'association lersoise, mais à l'association au Cameroun. C'est leur demande, c'est la demande de l'association à Lers. Monsieur Johnston, un complément? Coupe ton micro, David. David? Oui. Oui. Oui, merci, monsieur le maire. On est donc dans une situation qui est relativement simple à comprendre. On a, dans le cadre de nos critères de reversement de subventions, des subventions d'anniversaire. Oui. Cette subvention d'anniversaire ne pouvait pas être versée à une association lersoise qui en fait la demande. Si. Je précise, je suis désolé, je m'inscris en faux. L'explication technique n'est pas celle-là. On pouvait la verser à l'association, mais elle n'a pas le droit de reverser une association, une subvention qu'elle a reçue. Elle n'a pas le droit d'en faire profiter une autre. C'est interdit. C'est pas la version que j'ai de la part de l'association. C'est-à-dire qui a dû se battre pendant. C'est la version tout à fait classique et tout à fait logique, qui est de dire quand on verse une subvention à une association, quelle qu'elle soit, la subvention que verse la ville à une association, elle est pour son usage. Et la particularité de cette association, c'est qu'elle nous avait dit concrètement qu'elle n'avait pas le besoin de ces 731 € pour son fonctionnement propre, que son seul but, c'était de pouvoir flécher l'argent. Quand ils font des collectes, quand ils font des travaux et qu'ils envoient leur argent, ça pose aucun problème. Là, renvoyer une subvention que nous leur avons attribuée et la renvoyer telle quelle, comme ça, c'est interdit par la loi. C'est bien pour ça qu'il a fallu que cette association, nous allons flécher directement l'argent sur cette association, parce qu'on n'a pas le droit de passer via les Amis de Fraouton qui, eux, reverseraient cette subvention. C'est interdit. Alors, voilà. Oui. Alors, la version que j'ai de la part de l'association, excusez-moi, la version que j'ai, je conteste pas cette version, mais la version que j'ai moi de la part de l'association, c'était de dire que l'association ne pouvait pas percevoir sa subvention d'anniversaire, puisqu'aucune prestation dans le cadre de l'anniversaire n'était redonnée aux Lersois sur une action gratuite. C'est la forme que j'ai, la réponse que j'ai. Et que donc, dans ce cadre-là, il a fallu créer une association ex nihilo pour qu'ils puissent quand même toucher cette subvention. C'est la version que moi j'ai. Oui, vas-y David. Je me souviens, en fait, cette association, moi, je l'ai interpellée à nouveau au moment du forum des associations, puisque on avait eu un échange avec le service financier de la ville, et je peux vous assurer que lors de cet échange, moi, j'ai eu la même explication qu'en commission, c'est-à-dire que c'était bien un souci de versement d'association à association. J'ai jamais évoqué, et je pense que je suis bien placé pour avoir cet échange avec eux, je n'ai jamais évoqué une autre version. C'était bien cette version-là. Après, il y a une compréhension, peut-être qu'il n'y a pas eu la même compréhension, mais je peux vous assurer que moi, dès le départ, c'était bien cet échange-là et ce message-là
que nous faisions passer. S'il vous plaît. Bon, allez-y. Pour faire simple et pour résumer, cette association, rapidement, parce que là je perds du temps parce que vous soufflez. Rapidement, pour faire simple, cette association aurait demandé le versement pour elle-même de sa subvention d'anniversaire sans faire la prestation au LERSOIS, une animation particulière dans le cadre de son anniversaire. Aurait-elle pu percevoir cette subvention? Elle aurait pu la percevoir, mais c'était pas son but. Son but, c'était bien de pouvoir reflécher cet argent, parce qu'elle n'en a pas l'usage ici sur le territoire, de le flécher vers le Cameroun, ce qui est sa raison d'être. Donc je répète et je persiste, et de vous dire que légalement, c'est interdit. Une association ne peut pas recevoir une subvention municipale et la renvoyer vers qui que ce soit ou vers une autre association. Merci. Alors, puisque tout le monde est d'accord, on va... Si vous êtes tous d'accord, plus de questions, plus de remarques, on va y arriver. Donc, je mets aux voix cette délibération sur l'attribution de subventions à l'association Soulagée de Yaoundé au Cameroun. Donc, au travers des Amis de Fraouton, puisqu'on l'a expliqué. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Espace de télétravail partagé, ou de travail partagé plutôt, 6, qui est 6, 2 place Lucien Demonchaux, approbation de la charte de l'espace de travail partagé. La parole est à Madame Kerlidou. Oui, merci Monsieur le maire. La ville de Lers souhaite mettre à disposition des Lersois un espace de travail partagé, leur permettant de travailler dans des conditions adaptées, de rompre avec l'isolement du télétravail ou, au contraire, d'avoir un espace au calme. Les locaux du 2 place de Montchaux ont été identifiés comme répondant aux besoins du fait de leur situation, permettant aux travailleurs de bénéficier des services et des commerces du centre-ville. Dans ce cadre, des réunions de concertation ont été menées afin de s'assurer que le fonctionnement de cet espace correspondait aux attentes des potentiels utilisateurs. Cet espace sera constitué de plusieurs bureaux permettant la venue de télétravailleurs en même temps. Une attention particulière est portée à l'ergonomie des postes qui seront équipés d'écrans, de prises et d'accès Internet. De plus, un espace de convivialité est prévu. Une charte a été rédigée afin d'acter le fonctionnement de l'espace, les droits et les obligations des utilisateurs et de la mairie. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la charte d'utilisateur de l'espace de télétravail que vous avez dans vos documents. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? Madame Van der Merch. Ah, excusez-moi. Madame Kerlidou, avant d'exposer mon propos, je voulais, au nom de Vitaliser Lers, rappeler que dans notre programme, et donc bien avant la crise du Covid, nous avions proposé un espace partagé de travail, mais avec une autre dimension, plus axée sur le coworking, permettant l'échange, la rencontre et les initiatives citoyennes. Concernant la charte d'utilisateur de cet espace de travail, 2 points nous interpellent. Premièrement, quelle est la responsabilité du LAD, Association Lersoise, dans l'ouverture d'un bâtiment municipal? Et deuxièmement, concernant la grille tarifaire, il est indiqué que cet espace partagé est gratuit. Or, vous nous demandez dans la prochaine délibération de voter la gratuité pour 6 mois. C'est donc que cet espace risque de devenir payant. Merci. Je te laisse répondre. Oui. Alors, le LAD, vu sa proximité avec les locaux qui sont prévus pour l'espace de télétravail, vont nous permettre de faciliter l'accès dans un premier temps et d'éviter un coût au niveau de l'ouverture, du système d'ouverture de porte qu'on pourrait mettre si vraiment c'est... Enfin, j'espère que cet espace télétravail sera bien utilisé, qu'on mettra en place dans un second temps. Voilà, ça c'est pour la première question. Donc le LAD, il a juste un rôle, pour l'instant on va en conventionner avec eux pour l'ouverture et l'accès à cet espace. Au niveau de la tarification, il faut qu'on démarre.
Donc là, on est vraiment parti pour lancer à titre gratuit. Ça, vous le verrez dans la deuxième délibération. Au vu des réponses que nous avons eues suite à notre petite réunion publique, il s'avère que la gratuité paraît un élément important parce que toutes les personnes n'ont pas forcément des indemnités pour s'offrir un espace de télétravail. Alors, si je peux me permettre, merci Catherine, si je peux permettre de compléter juste un petit peu, comme l'a dit Madame Carlidou, effectivement, le LAD est pour nous un moyen de démarrer. Le but, c'est pas que ce soit pérenne, c'est que ça puisse permettre à cet espace de démarrer, de trouver un rythme de croisière, ce qui nous permettra ensuite, quand il aura son rythme de croisière, effectivement, d'avoir un système de gestion automatique, entre guillemets, de la porte. Mais ça a un coût. Je rappelle que nous sommes une petite ville, qu'on a des ambitions, mais à hauteur aussi de nos moyens. On va pas mettre 8 ou 10 000 euros pour un système automatisé de gestion de l'accès à distance, etc., comme ça peut exister sur certains emplacements, s'il s'avère que ce système ne donne pas satisfaction, pour des tas de raisons, on ne sait pas encore. Donc le but, c'est de le faire démarrer. Donc pendant un temps, effectivement, le LAD sera l'ouvreur et le fermeur de porte, parce qu'il en faut bien un. Donc ça va être c'est une solution transitoire, qui a été discuté avec cette association. Le but, c'est enfin effectivement de trouver une solution pour pouvoir commencer. Ça, c'est la première étape. Et comme l'a dit Madame Carlidou, effectivement, la gratuité nous semble un bon moyen de faire démarrer le système. Encore une fois, on va le faire vivre. On verra après quel type de personnes on aura, quelle va être la fréquence, etc. Donc, on se laissera la capacité à peut-être mettre en place un système de tarification, pourquoi pas. En tout cas, à aujourd'hui, c'est l'ordre, c'est la délibération suivante, on en prévoit la gratuité. Mais quelque part, dans l'esprit, même si c'est symbolique, on peut aussi concevoir que on demande une participation, aussi symbolique soit-elle, aux gens, peut-être sous forme d'un abonnement, d'une adhésion, enfin voilà, encore une fois, peu importe. L'important, c'est d'essayer de faire démarrer ce système. Parce que pour l'instant, l'important, c'est comme dans toute entreprise, le tout, c'est d'avoir des clients. Pour avoir des clients, il faut être le plus attractif possible. Donc, on peut pas leur dire que maintenant, aujourd'hui, on va pas mettre un agent de la ville qui va venir dire ouvrir, j'ouvre qu'à 8h et pas à 8h30 ou pas à 9h ou pas, etc. Et je referme à tel moment. La souplesse du LAD nous permet, par leur présence et leur présence résidente sur le fond de ce bâtiment, de pouvoir en assurer la logistique d'ouverture et de fermeture des portes, en attendant que le système ait pris son rythme de croisière. J'espère que Catherine et moi vous avons répondu. J'avais juste par rapport aux 6 mois, est-ce que c'est suffisant pour se faire une idée du taux de fréquentation? Alors on aurait pu mettre 1 an, effectivement, mais bon, on va faire démarrer le système. Encore une fois, il faut le faire vivre. On est dans une période où justement le télétravail est d'actualité, n'est-ce pas? Encore plus en ce moment qu'il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Quel va être l'avenir du besoin de télétravail? Encore une fois, j'ai ma boule de cristal, mais je peux pas vous répondre. Donc là, encore une fois, le but, c'est de faire démarrer, c'est de faire quelque chose. On le fait. C'est pas simple parce que je vous dis, moi, je ne nous voyais pas vous demander d'investir 8 ou 10 000 euros pour un système de gestion de la clinche, tout simplement automatisé, pour peut-être que dans 6 mois, ça fonctionne plus. Si, Monsieur Johnson, je vous vois, c'est le coût que ça représente d'un système automatisé qui soit. Mais si, écoutez, si vous trouverez le contraire. Merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques sur le sujet? Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Je mets au vote donc cet espace de travail partagé qui est installé aux 2 places de Monchaux, approbation de la charte de l'espace de travail partagé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Sujet suivant, on reste dans le même esprit, l'espace de travail partagé, adoption du tarif. La parole est à nouveau à Madame Carlidou. Non, faut couper, il y a un micro qui n'est pas coupé. Tiens. Non, moi je suis pas. Voilà. Il y a un micro qui n'est pas coupé. C'est bon, tu l'as? Ouais, c'est bon. Bon, moi je peux rester ouvert. Dans le cadre des réunions de concertation qui ont été menées, lors de ces échanges, il est apparu que le coût de cet espace de travail partagé peut être un frein réel à l'utilisation de cet espace. Peu de salariés étant indemnisés
par leur employeur. Ainsi, et afin de favoriser l'utilisation et la connaissance de cet nouvel espace, il est proposé d'accorder la gratuité d'utilisation pour la période correspondant aux 6 premiers mois de son fonctionnement à compter de son ouverture. Une nouvelle délibération sera proposée au conseil municipal à l'issue de cette période d'expérimentation. Voilà. Il est proposé au conseil municipal d'adopter la gratuité de l'espace de télétravail du 2 place Lucien de Monchaux à Lers pour les 6 premiers mois de son fonctionnement. Bien, donc comme c'est le sujet dont on vient de parler, je ne sais pas s'il y a encore des remarques ou des questions. Pas de remarques, pas de questions, le sujet a été abordé juste précédemment. Donc je mets directement au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante, fourrière animale, modalité de gestion, approbation du principe de création d'un syndicat intercommunal à vocation unique. La parole est à Monsieur Lomaillet. Le service public de gestion des animaux errants est assuré aujourd'hui par la ville de Lers, par la LPA du Nord de France, sur le site de Roubaix, situé 6 quai de Gand. Les locaux occupés par la LPA, devenus vétustes, ne lui permettent plus d'assurer dans de bonnes conditions les contrats dont elle a la charge. Sous l'égide de la métropole européenne de Lille, une réflexion a été engagée et a permis de faire émerger 2 phases de travail. Une solution de relocalisation provisoire permettant à la LPA de Roubaix de continuer à exercer son activité. Une phase de relocalisation pérenne par le biais de la construction de locaux neufs qui seront gérés via un syndicat intercommunal à vocation unique. Les 80 communes qui conventionnent actuellement avec le LPA de Roubaix sont sollicitées par la MEL pour rejoindre cette structure juridique. À ce jour, les communes environnantes ont acté par principe la création d'un SIVU pour la gestion de la fourrière animale. Il est donc proposé au conseil municipal de Lers de faire de même et d'acter le principe de création d'un SIVU pour la gestion de la fourrière animale. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce sujet? Pas de questions? Pas de remarques? Merci. Je mets au vote donc cette délibération sur la fourrière animale, modalité de gestion, approbation du principe de création d'un SIVU, donc d'un syndicat intercommunal à vocation unique. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Sujet suivant, partenariat avec la Maison de l'eau, la pêche et la nature, convention, approbation, autorisation de signature, octroi d'une subvention. La parole est à nouveau à Monsieur Lomaillet. La ville de Lers et la Maison de l'eau, la pêche et la nature sont partenaires depuis plus de 10 ans et collaborent pour la protection du canal, des milieux aquatiques et plus globalement de l'environnement de Lers. Dans le cadre de ce partenariat, la Maison de l'eau mène une série d'actions détaillées selon l'article 2 de la Convention, comme par exemple des animaux et au moins 10 activités par an sur le thème de l'environnement à destination du public lersois, d'initiation à la pêche, des chantiers nature, etc. En contrepartie, la commune verse une contribution de 4 800 €. La convention précisant les conditions de cette collaboration entre la ville et la Maison de l'eau ayant pris fin le 31 décembre 2020. Il est proposé de conclure une nouvelle convention pour une durée de 5 ans à partir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 et d'octroyer une subvention exceptionnelle de 4 800 € pour les travaux, pour les actions menées durant l'année 2021, puisque la convention n'a pu être renouvelée fin 2020 en raison de la crise sanitaire. Il faut savoir que les 4 800 € sont prévus au budget supplémentaire au BP 2021 de l'article 62-81. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? Pas de questions? Pas de remarques? Très bien. Je mets au vote donc cette délibération sur le partenariat avec la Maison de l'eau, la pêche et la nature, convention, approbation et autorisation de signature, octroi d'une subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Conseil des seniors de la ville de Lers. Création, charte et règlement de fonctionnement et approbation. La parole est à Madame Leplat.
Merci. Dans le cadre de la démocratie participative et parce que le public senior, de par leurs compétences, leur expérience, leur disponibilité, peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie et du mieux vivre ensemble, Monsieur le maire et le conseil municipal souhaitent la création d'un conseil des seniors. Le conseil des seniors est une instance consultative et de concertation qui permet une réflexion transversale et prospective afin de mettre en place, s'il y a lieu, des propositions d'action. Le conseil des seniors aura une durée de 3 ans renouvelable, sera composé de 15 membres. Pour être membre de ce conseil des seniors, il faudra être retraité ou exerçant une activité professionnelle réduite, résider à l'ERS depuis au moins une année civile complète, être inscrit sur les listes électorales, ne pas être élu et ne pas avoir été élu ou conjoint d'un élu municipal, ne pas être membre en exercice du bureau ou du conseil d'administration d'une association lersoise ou intervenant sur l'ERS, s'engager de manière volontaire, bénévole et à titre individuel. Pour pouvoir participer à ce conseil des seniors, il y aura lieu d'adresser une lettre de candidature à Monsieur le maire. Pour avoir une représentation homogène, la ville a été découpée en 5 quartiers. 3 membres de chaque quartier constitueront le conseil des seniors. S'il y avait trop de candidats par quartier, un tirage au sort sera effectué. Les personnes non choisies feront partie d'une liste d'attente. Le maire présidera le conseil des seniors. L'adjointe aux solidarités et animations en faveur des seniors assure la présidence. Le président et la vice-présidente du conseil des seniors siégeront de droit aux séances plénières du conseil des seniors. Le président et la vice-présidente sont des interlocuteurs privilégiés du conseil des seniors. Le conseil des seniors s'articule autour d'une assemblée plénière et de commissions thématiques dont le nombre est limité à 3. Un règlement de fonctionnement complète cette présente charte et le règlement de fonctionnement et la charte ont été travaillés en commission. Merci. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la création d'un conseil des seniors et d'approuver la création de la charte et le règlement de fonctionnement du conseil des seniors joint à la délibération. Merci. Merci Joël. Alors pour information, vous avez eu sur table aussi la carte puisqu'on avait délimité, enfin on a écrit dans le règlement qu'il y avait 5 zones. Donc la moindre des choses c'était de vous donner aussi les zones. Donc désolé, c'est un oubli technique qui a été fait dans le dépôt des documents. Donc vous avez là la carte qui complète cette délibération. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Monsieur Bourgois. Madame Leplat, les élus du groupe Vitaliser l'Air se joignent à moi pour évoquer la différence entre la version de la charte du Conseil des seniors établie lors des différentes réunions de la commission municipale et la version finale après passage par le bureau des élus. Nous ne prendrons comme exemple que l'ajout par ce bureau d'une restriction supplémentaire dans les conditions d'exercice du mandat de conseiller de senior. Il devient maintenant impossible à tout membre en exercice du bureau ou du conseil d'administration d'une association lersoise ou intervenant à l'ERS de postuler à cette fonction. Il est vraiment regrettable pour nous, d'une part, de se priver de bénévoles lersois de grande qualité et rompus au service des autres, et d'autre part, de faire fi des discussions des élus de la commission et de leur travail pourtant abouti. Pourriez-vous nous préciser les raisons pour lesquelles ce changement est intervenu? Merci. Je te laisse répondre. Faut couper votre micro. Cette phrase supplémentaire avait été ajoutée déjà lors de la dernière commission et je n'ai pas eu d'objection à ce niveau-là.
Alors, c'est vrai qu'au niveau du bureau d'administration, on a voulu ajouter le fait d'exclure les personnes qui sont en conseil d'administration ou dans un bureau d'association, afin d'éviter que le conseil des seniors soit représenté uniquement par des personnes qui sont déjà acteurs de la ville. Et on voulait laisser un peu plus de possibilités aux autres Lersois d'être dans ce conseil des seniors, plutôt que d'avoir toujours les mêmes personnes dans les différentes instances. Micro. Ah, c'était pas éteint, pardon. Ouais, mais alors il y a un risque. D'abord, si on avait maintenu l'ouverture aux gens participant des associations, plus les volontaires venant d'autres horizons que les associations, il y aurait eu beaucoup de candidats et il y aurait eu un tirage au sort. C'est prévu dans la charte et dans les statuts. Mais par contre, là, il risque d'y avoir trop peu de candidats et pas suffisamment de candidats dans certains secteurs dans l'un des 5 secteurs de la ville, quoi. Puisqu'on se prive de gens qui ont l'habitude de servir les autres, et c'est bien dommage, nous semble-t-il. Alors, c'est un point de vue, effectivement, qui est entendable. Tout le monde n'a pas ce même avis, vous le comprendrez. Le but, comme l'a dit Madame Leplat, c'est effectivement d'aller chercher d'autres personnes, parce que ces gens qui sont dans des associations sont déjà des gens qui s'expriment, qu'on rencontre, qu'on voit au sein des associations, de leurs assemblées générales, un peu partout dans l'ERS. Le but, c'est d'aller chercher d'autres personnes que ça. Je rappelle qu'il y en a 3 par secteur. Sur les 5 secteurs, on peut pas non plus ouvrir un conseil qui soit pléthorique. Ça n'aura aucun intérêt. Donc le but là, c'est d'essayer. Je rappelle aussi qu'il y a eu tout un travail. Il y a eu tout un travail prospectif qui a été fait par, notamment par Joël et par d'autres personnes, pour voir ce qui se passe dans les autres communes aussi, comment c'est géré. Parce qu'on n'est pas parti ex nihilo comme ça. On a cherché à voir comment ça se passait bien dans pas mal de communes. Et c'est des commentaires qu'on a eus de dire que fallait pas que ce soit une succursale de certaines associations, parce qu'on peut très vite arriver à avoir sur 3 membres d'un quartier, enfin 3 personnes d'un quartier, avoir une forte représentativité d'une association. Encore une fois, c'est pas le but. Parce que ces gens-là, on les rencontre, ils s'expriment, ils ont des choses à dire et on les entend aussi, mais par d'autres biais. Ce conseil des seniors, c'est justement fait pour aller essayer d'avoir la parole des gens qui s'expriment moins. C'est bien le but. Et encore une fois, le but, c'est de démarrer. Si on s'aperçoit, et là l'expérience nous le démontrera, qu'on n'a pas suffisamment de candidats, on pourra peut-être se décider à être moins restrictif, mais il faut quand même laisser une chance au système de se mettre en place, de fonctionner. S'il faut l'amender, nous l'amenderons en conseil municipal, c'est pas un problème. Le but, c'est d'essayer. Et je répète que c'est pas un choix qui a été fait comme ça, arbitrairement, de dire on veut pas voir les gens des assos. Je pense que je n'accepterai pas qu'on sous-entende que c'est notre volonté. Je suis très clair là-dessus, parce que les associations, on les écoute, et on est très fiers de les écouter le plus possible. C'est pas du tout ça. Mais là, on est vraiment dans le but de faire remonter, s'exprimer des gens qui n'ont pas, qui sont beaucoup moins visibles que ceux qu'on peut rencontrer dans les associations. Donc, on va laisser vivre ça comme ça. Je pense que c'est une bonne solution. On verra. Peut-être que l'avenir nous définira qu'il faut peut-être revoir ces critères. Pourquoi pas? Mais encore une fois, ils sont pas tombés du ciel. Ils sont aussi forts de l'expérience qu'on a pu aller collationner dans des communes alentours. Voilà pour répondre à cette question et compléter ce qui avait été dit par Madame Leplat. Pas d'autres remarques? Pas d'autres questions? Très bien. Donc, on met au vote cette délibération sur le Conseil des seniors de la ville de Lers. Création, charte et règlement de fonctionnement. Approbation. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour cette bonne unanimité. Alors, délibération suivante. La parole va être à Monsieur Furnari pour plusieurs délibérations. La première étant la convention d'objectifs et de financement de la prestation de services ordinaires. Signature. La Caisse d'allocation familiale du Nord participe au fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement et périscolaire, mercredi récréatif et extrascolaire, petites vacances et été, organisés par la ville par le versement de la prestation de services ordinaires, intitulée PSO. Dans le cadre d'une convention d'objectifs et de financement
qui doit être renouvelée en 2022. En 2021, la prestation de service ordinaire était plafonnée à 0,549 € par heure et par enfant, inscrit pour les accueils de loisirs sans hébergement périscolaire, et à 0,0519 € pour les extrascolaires. Ces plafonds sont fixés chaque année par la Caisse nationale d'allocation familiale. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs et de financement de la prestation de services ordinaires et tout document s'y rapportant avec la Caisse d'allocation familiale du Nord et d'autoriser monsieur le maire ou élu délégué à la signer. Merci. Y a-t-il des questions? Des remarques? Pas de questions? Pas de remarques sur cette délibération, donc je mets au vote cette convention d'objectifs et de financement de la prestation de services ordinaires, la signature. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Petite enfance, crèche familiale municipale La Ronde des Lutins, prestation de services uniques, bonus mixité sociale, bonus inclusion handicap et bonus territoire CTG, convention d'objectifs et de financement, approbation, autorisation de signature. La parole est à nouveau à monsieur Furnari. La Caisse d'allocation familiale du Nord participe au fonctionnement des crèches municipales par le versement de la prestation de services uniques et des bonus mixité sociale, inclusion handicap et territoire CTG, convention territoriale globale, dans le cadre d'une convention d'objectifs et de financement qui doit être approuvée chaque année. La convention d'objectifs et de financement jointe à la présente délibération définit et encadre les modalités d'intervention et de versement des prestations et des bonus pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour la crèche familiale municipale La Ronde des Lutins. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs et de financement concernant la crèche familiale municipale La Ronde des Lutins et tout document s'y rapportant avec la Caisse d'allocation familiale du Nord et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à la signer. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette deuxième délibération? Pas de questions? Pas de remarques? Bien, je mets au vote cette délibération sur la petite enfance, crèche familiale municipale La Ronde des Lutins, prestation de services uniques, bonus mixité sociale, bonus inclusion handicap et bonus territoire CTG, convention d'objectifs et de financement, approbation et autorisation de signature. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. La parole est à nouveau à monsieur Furnari concernant le règlement de fonctionnement de la crèche collective La Bulle des Explorateurs et de la crèche familiale municipale La Ronde des Lutins, abrogation des délibérations numéro 20-81 du 17 septembre 2020 et 21-19 du 11 mars 2021, règlement de fonctionnement de la commission d'attribution des places, modification, approbation, abrogation des délibérations 20-46 du 18 juin 2020 et 20-82 du 17 septembre 2020. La parole est à monsieur Furnari. Merci, monsieur le maire. Le Code de la santé publique, en son article R 2324-30, prévoit que les établissements et services d'accueil élaborent un règlement intérieur qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou de service. Les règlements de fonctionnement du multi-accueil municipal, la bulle des explorateurs et de la crèche familiale municipale La Ronde des Lutins, ainsi que le règlement de la commission d'attribution des places sont effectifs depuis le 1er janvier 2017 et ont été modifiés en septembre 2018, en septembre 2019, en mars 2020, en juin 2020 et enfin en septembre 2020. Suite au rapport de la Caisse d'allocation familiale notifié après un contrôle sur les deux structures et à l'apparition depuis le 30 août 2021 de nouveaux décrets du Code de la santé publique, dont le décret numéro 2021-1131, une actualisation est nécessaire avec notamment les points suivants.
Le multi-accueil La Bulle des Explorateurs se renomme crèche collective. Le relais d'assistante maternelle Collégramme devient le relais petite enfance. Les modalités de concours au référent santé et accueil inclusif et non plus d'un pédiatre. Les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement. La diminution du nombre des commissions. Des modifications du contrat d'accueil. Il convient donc de modifier les règlements de fonctionnement des crèches municipales et du règlement de la commission d'attribution des places, eu égard aux dispositions reprises dans le rapport de la Caisse d'allocation familiale. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement de fonctionnement de la crèche collective, La Bulle des Explorateurs, avec un effet au 1er janvier 2022, joint à la présente délibération. D'approuver le règlement de fonctionnement de la crèche familiale municipale, La Ronde des Lutins, avec effet au 1er janvier 2022, joint à la présente délibération. Et enfin, d'approuver le règlement de la commission d'attribution des places, avec un effet au 1er janvier 2022, joint à la présente délibération. Bien, merci. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? Pas de questions. Ah, Monsieur Johnston. Oui, merci Monsieur le maire, merci Monsieur Furnari. Pas de remarques sur l'objet de la délibération qui provient de la CAF, mais néanmoins, je pense que l'historique de cheminement de cette délibération parle d'elle-même. 2017, on en est à la 5e ou 6e changement dès le début. C'est-à-dire en 2017, j'avais indiqué que le règlement intérieur de ces structures allait pour beaucoup trop loin dans le détail, et je renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Il y avait à l'époque, alors je viens de vérifier, le numéro de téléphone de la directrice dans le règlement intérieur, son nom, etc. Alors tous des éléments qui, une virgule changeant, doivent repasser par une délibération en conseil municipal pour pouvoir être mise à jour. Donc, encore une fois, et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, sauf que là vous avez la démonstration en acte, l'intitulé seul de cette délibération, c'est-à-dire le cadre que vous avez en gras, en gros, puisque tout le monde peut pour comprendre, parle pour moi de lui-même. Donc, encore une fois, mais je le dis à chaque fois, parce que ces règlements intérieurs nous reviennent plusieurs fois par an, et encore une fois cette année, c'est démontré. S'il vous plaît, entamons un travail de fond sur la rédaction de ce règlement intérieur. Je ne parle pas pour changer le fond, mais pour simplifier les validations que doit en faire le conseil municipal. Et de la sorte, je vous rassure, je n'aurais pu à intervenir, à vous fatiguer pour perdre votre temps. Merci. Hormis cette remarque sur la forme, sur le fond, y a-t-il d'autres remarques? Enfin, des remarques ou des questions? Pas de remarques? Pas de questions? Bien. Je mets au vote cette délibération. Alors, effectivement, pour faire plaisir à Monsieur Johnston, je ne vais pas la relire. Comme ça, il trouvera aussi que je la trouve trop longue. Sur le règlement de fonctionnement de la crèche collective, La Bulle des Explorateurs et de la crèche familiale municipale, La Ronde des Lutins et abrogation des délibérations, etc., etc. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie pour le fond. Et enfin, non, j'allais dire non, il y en a encore deux. Avant-dernière délibération. Projet d'établissement de la crèche familiale La Ronde des Lutins, approbation. La parole est encore une fois à Monsieur Furnari. Alors, le projet d'établissement d'accueil des jeunes enfants est établi en référence au décret 2021-1131 du 30 août 2021, relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants, codifié dans le Code de la santé publique. En effet, l'article R 2324-29 du Code de la santé publique précise que l'établissement et services d'accueil élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la Charte nationale de l'accueil du jeune enfant, mentionnée l'article L 214-1-1 du Code de l'action sociale et des familles. Le projet d'établissement ou de service comprend les éléments suivants: un projet d'accueil, un projet éducatif, un projet social et de développement durable. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'établissement de la crèche familiale La Ronde des Lutins, annexé à la présente délibération.
Bien, merci. Des questions? Des remarques sur cette délibération? Pas de remarques, pas de questions? Bien, je mets au vote. Qui est contre cette délibération? Le projet d'établissement de la crèche familiale La Ronde des Lutins, approbation. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et enfin, la dernière délibération pour ce soir et donc pour cette année sera toujours à Monsieur Furnari. Contrat de réservation des 3 berceaux à la crèche de Roubaix-Est, les Petits Chaperons Rouges. Approbation, autorisation de signature. Monsieur Furnari. Merci. La ville a signé une convention territoriale globale, CTG, avec la Caisse d'allocation familiale du Nord depuis 2020. Depuis 2008, la ville loue 3 berceaux à la crèche Roubaix-Est, intitulés les Petits Chaperons Rouges. Le mode de calcul des subventions liées à la CTG, appelé bonus territoire, versé par la Caisse d'allocation familiale pour l'ensemble des places en crèche à l'ERS, change à partir de l'année 2022. La formule de calcul de cette subvention comprend désormais toutes les places existantes sur l'ERS qui bénéficient d'une subvention CEJ, contrat enfant-jeunesse, avant la signature de la CTG. Aussi, les places achetées à la crèche Les Petits Chaperons Rouges par Lycée Lannoy et Toufflers seront désormais entièrement comptées dans la convention territoriale de l'ERS, impactant le bonus territoire de la ville. En outre, la participation de la CAF sera directement touchée par la structure et ne transitera plus par les villes. Afin que le reste à charge pour la ville soit équivalent aux années précédentes, le contrat conclu avec la crèche Les Petits Chaperons Rouges doit être revu pour la période du 1er janvier 2022 au 13 avril 2024. Il est précisé que l'équilibre financier pour LPCR reste le même. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la conclusion du contrat de réservation de 3 berceaux à la crèche Les Petits Chaperons Rouges avec LPCR Groupe et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à le signer. Merci. Des questions, des remarques sur cette dernière délibération? Pas de questions? Pas de remarques, je mets au vote donc l'approbation de ce contrat de réservation des 3 berceaux à la crèche de Roubaix-Est, LPCR, donc les Petits Chaperons Rouges, approbation et autorisation de signature. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc, nous avons fini les délibérations, nous allons passer aux questions diverses, mais juste avant, il y a quelqu'un au bout de la table qui est en train de se laver les mains et qui va passer vous voir. Parce que nous respectons la distanciation, nous essayons de la respecter au maximum, nous sommes sans public, et il nous a semblé un peu paradoxal de venir vous faire signer comme ça se passe d'habitude, où tout le monde vient s'agglutiner et se serrer juste là devant, on est tous d'accord, pour pouvoir signer. Donc, pour une fois, c'est pas vous qui allez aller aux signatures, c'est les signatures qui vont venir à vous. Et on va faire ça pour ne pas trop perdre de temps et pas pour faire ça à la fin et vous obliger à rester assis alors que vous envisagiez de rentrer plus tôt chez vous. On va vous faire signer pendant qu'on aborde des questions diverses. Est-ce que ce mode de faire vous va? Parfait. Merci de votre accord. Donc, et merci à Corinne d'être le porteur des signatures pour aller à chacun d'entre vous. Alors, après ce petit intermède, nous rentrons dans les 4 questions diverses de ce soir. Première question, je vais donner la parole à Monsieur Novak. Oui, monsieur le maire, merci. Notre groupe donc a 3 questions à vous poser. Je suis le porte-parole des 2 premières. Monsieur le maire, comme nous vous l'avions évoqué dans un précédent conseil municipal, des agents syndiqués de la Poste nous indiquent qu'il y aurait en 2022 un plan de restructuration de la Poste de l'Hers avec des réductions de plage horaire du public. Qu'en est-il? Êtes-vous en contact avec la direction régionale de la Poste qui se baserait sur des chiffres de fréquentation de l'année 2020, année Covid? Où en êtes-vous de vos négociations pour maintenir un service public de qualité, notamment en direction des personnes âgées,
ou tout simplement en direction du simple citoyen lersois. Nous vous rappelons que la poste de Lannoy ferme en fin d'année et celle de Lers est déjà fermée le lundi, saturant, et j'ai pu le rencontrer à plusieurs reprises, ainsi la poste de Lys, les Lannoy, où la queue est très impressionnante le lundi quand vous allez là-bas. Voilà donc cette première question. Je ne sais pas si vous répondez, j'attaque la deuxième. Si vous m'autorisez à répondre. Allez-y. Merci, monsieur Novak. Je vais donc essayer de répondre à votre première question. Je vous confirme, puisque vous posez beaucoup de questions et vous me rappelez que, effectivement, celle de Lannoy ferme, on le sait, celle de Lers est déjà fermée le lundi. Rassurez-vous, nous le savons. Je vous confirme que nous sommes en contact avec la direction de la Poste. Un rendez-vous est d'ailleurs programmé début 2022. Il devait avoir lieu là toute fin d'année, mais malheureusement, il a été reporté. Je n'ai pas à ce jour d'informations officielles de la Poste. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, les bureaux de poste sont effectivement évalués sur la base de critères de fréquentation et de services fournis. Souvenez-vous, j'en ai parlé en conseil municipal sur les DAB, le distributeur automatique de billets. Mais là aussi, rassurez-vous toujours, on ne va pas simplement demander les chiffres 2020 parce qu'on n'est pas tout à fait tombé de la dernière pluie. On sait bien qu'ils ne sont pas révélateurs forcément d'un fonctionnement normal. Je tiens à vous rassurer là-dessus. Ces critères de gestion dont je parlais, les critères de fréquentation et de services fournis, ces critères de gestion appartiennent à la Poste, qui, je vous le rappelle quand même, n'est plus un service public, sauf pour la partie courrier aux particuliers, qui, elle, est restée une activité, certes publique, mais en plus qui s'est effondrée. Et c'est encore moins un service municipal, vous en serez d'accord avec moi. Encore une fois, je peux faire du bruit, on peut crier très fort et affirmer qu'on va s'opposer aux fermetures, mais ce serait mentir aux Lersois. Je n'ai aucun pouvoir sur les décisions de la Poste. Et vous le savez, toutes les communes, même dans des situations beaucoup plus compliquées et critiques que nous, à savoir dans des zones rurales isolées, ont vu leur poste fermé. Il suffit d'ouvrir le journal ou le journal télévisé, vous le savez autant que moi. Lers, c'est dans une métropole où les habitants ont des services postaux à proximité en termes de kilométrage. Comme vous l'avez dit, Lys, et encore une fois, c'est pas un choix qui nous incombe. Cela dit, je ne suis pas indifférent à cette situation et nous cherchons des solutions. Nos échanges avec la Poste doivent porter sur leurs évolutions et sur les alternatives surtout qui pourraient être trouvées pour proposer un vrai service et maintenir un service de la Poste aux Lersois. Mais encore une fois, quand les services de l'État ou d'autres organismes se retirent, ce sont les deniers de la commune qui compensent. Et malheureusement, là aussi, les fonds ne sont pas extensibles à l'infini. On ne peut pas faire toujours plus avec les mêmes recettes, voire des recettes qui diminuent. Voilà la réponse à ce sujet-là, et bien sûr, je ne manquerai pas, comme je l'ai fait sur les DAB, enfin sur le DAB de la Poste, de vous tenir au courant de l'évolution de ce sujet-là. Est-ce que je peux demander une précision à cette question? C'est vous demander s'il y a possibilité, puisque vous allez rencontrer la direction de la Poste, est-ce que nous, en tant que groupe minoritaire, on peut vous accompagner à cette réunion, aussi bien le groupe Vitaliser Lers que le groupe Vivre à Lers, de manière à pouvoir aussi avoir nos arguments appuyés auprès de la direction de la Poste, parce qu'on apprend quand même des choses comme qu'il y aurait que des demi-journées, on partirait d'après les syndicats sur des demi-journées, parce que eux ils ont déjà des plans proposés par la direction régionale où on partirait sur des demi-journées d'ouverture de la Poste, avec des plages horaires bien sûr réduites. Et donc, et je rappelle aussi que le bâtiment est municipal, donc peut-être que nous aussi, on a peut-être un poids là dans la négociation avec la direction de la Poste. Alors, Monsieur Novak, deux réponses. D'abord, la direction de la Poste, je les rencontre depuis 2017 et 2018. Je ne sais plus tout à fait si c'est fin 2017 ou début 2018, parce qu'il y a très longtemps qu'ils ont des velléités, effectivement, de faire évoluer les choses sur notre commune comme sur d'autres communes. Donc c'est pas une première rencontre. Là, on est sur une rencontre sur laquelle on devrait déboucher, je l'espère, sur des sujets, d'avoir une meilleure visibilité. Donc je m'engage à vous en faire un retour sans aucun problème. Comme on l'a fait sur les précédentes réunions, comme on l'a fait pour vous tenir informés sur le DAB, même sujet. Et faites-nous juste confiance d'avoir été élus quand même
pour défendre les intérêts des Lersois et pas avoir besoin à côté de nous d'une minorité pour rencontrer quelqu'un pour lui dire la même chose que nous, c'est-à-dire qu'on est fondamentalement contre cette fermeture, mais qu'encore une fois, on aura beau remuer les petits bras très fort, c'est pas ça qui changera la donne. Par contre, discuter, essayer de trouver des solutions, c'est ce qu'on s'engage à faire et on vous tiendra informé. Deuxième question, Monsieur Novak, c'est encore vous qui la portez, je pense. Oui. Monsieur le maire, nous sommes interpellés régulièrement par des habitants de la rue Salengro et aussi par certains parents pour le problème de sécurité de stationnement de cette rue aux abords du collège. Nous voudrions connaître vos avancées sur ce dossier. Les associations de parents d'élèves successifs depuis plus de 15 ans, et je suis bien placé pour vous en parler, demandent un réaménagement de la placette devant le collège. Prévoir l'entrée du collège côté parking salle d'OD, c'est aussi le souhait des responsables du collège. Les parents font du drive, et on le remarque tous les jours, avec leurs enfants à ces horaires, et provoquent de ce fait des bouchons et d'éventuels accidents pour cause de dépassement. Mon collègue Jérémy Rotsar a d'ailleurs eu des problèmes de santé avec son enfant qui a subi dernièrement un écrasement du pied. Voilà, donc parce que justement les voitures passent comme ça sans se rendre compte de ce qui se passe autour. La rue devient anxiogène. Merci de nous dire quelles sont vos avancées avec le département du Nord sur ce dossier. Y a-t-il une étude en route et des propositions par cette collectivité pour l'amélioration de la sécurité de l'environnement du collège et de la rue? De plus, pouvez-vous demander à la police intercommunale d'être présente aux entrées et sorties des élèves le matin et le soir, pourquoi pas de façon épisodique, de manière à faire des contrôles et puis de pouvoir gérer le flux de circulation qui devient un vrai problème dans cette rue? Alors, Monsieur Novak, nous avons les mêmes préoccupations et la sécurisation des abords du collège et bien sûr de la rue Roger Salengro font partie des sujets prioritaires que nous traitons et que nous essayons de faire avancer le plus vite possible avec l'AMEL. Car je vous le rappelle, les abords du collège doivent être vus avec l'AMEL en charge de la voirie et non pas le département, qui ne pourra amener aucune solution réelle à ce sujet-là. Concrètement, nous avons obtenu des avancées majeures. La création de la piste cyclable rue du Capitaine Picavé pour permettre aux collégiens de venir en vélo de façon sécurisée. Des travaux rue Roger Salengro entre le cœur de ville et le collège pour sécuriser cette rue. Et plus récemment aussi, la création des pistes cyclables dans le parc d'activités. Comme souvent, le règlement de cette situation n'est pas simple. À ce jour, les services métropolitains sont défavorables à la transformation du parvis du collège, qui a déjà été demandé par nous, en stationnement, car ils considèrent que ce serait accidentogène. J'ai tout de même, je tiens à votre disposition les rapports de l'AMEL là-dessus, si vous ne me croyez pas. J'ai tout de même demandé à l'AMEL, moi, d'étudier malgré tout le réaménagement des abords du collège pour améliorer la situation, que nous trouvons aussi difficile. Ce réaménagement d'une partie de la rue demanderait aussi, si on veut faire une vraie piste cyclable, rue Roger Salengro, la suppression du stationnement. Je pense que vous savez comme moi que les riverains déjà là se plaignent de ne pas avoir assez de place de stationnement. Je parle notamment dans la courbe de la rue Salengro. Et ils se plaignent déjà du manque de stationnement. Donc si on veut créer une vraie piste cyclable, il faut supprimer le stationnement. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Aussi, pour avancer sur le sujet, nous avons demandé à nos services de travailler avec l'hypothèse du rachat de foncier pour compléter la piste cyclable, le petit bout qui manque entre la rue du Capitaine Picavé et face au parking d'OD, où il y a les vaches. Ça vous parle? Bon. Donc, ça parle à tout le monde, on est d'accord? Pour contribuer à l'avancement de ce dossier, qui, je le rappelle, est de compétence métropolitaine. S'agissant maintenant de l'avenue de la police municipale, encore une fois, vos propositions se heurtent à la réalité. Les effectifs actuels ne permettent pas d'assurer une présence des policiers municipaux aux heures d'entrée et de sortie du collège. Je le rappelle, les entrées au collège, c'est pas qu'à 8 heures. Ça s'échelonne. Les sorties, c'est pareil. Je me permets de rappeler que lors du précédent conseil municipal, Monsieur Johnston, ici présent, a demandé aussi la présence des mêmes policiers municipaux pour les écoles primaires. Valider toutes ces propositions demanderait à l'évidence une augmentation significative des effectifs de la police municipale et du coup pour les Lersois. Aujourd'hui, je vous rappelle que notre équipe s'est engagée auprès des Lersois pour une présence du lundi au dimanche de la police municipale. Promesse qu'à aujourd'hui nous avons tenue. Si nous souhaitons multiplier leurs missions, ce sera forcément au détriment d'autres actions municipales. Enfin, je voudrais tout de même souligner le fait que nous ne trouverons jamais de solution qui permette
à tous les collégiens d'être déposés en voiture. Comme vous l'avez dit, il y a du drive, de plus en plus, malheureusement. D'être déposés en voiture, je le disais, d'avoir de vraies pistes cyclables, des trottoirs larges et des places de stationnement. Tout ça, l'espace public ne nous le permet pas. L'espace public n'est pas extensible, surtout la rue Roger-Salengro n'est pas extensible à l'infini. Des choix doivent être faits et les comportements doivent évoluer. Je le précise, et vous le dites vous-même. Qui sont les premiers responsables? C'est comme je le disais au précédent conseil municipal, c'est bien les parents, bon sang de bois la plupart du temps. C'est aussi peut-être à eux de prendre le sujet en main et d'y apporter leur propre réponse personnelle en étant plus disciplinés, en prenant d'autres modes de faire, d'autres modes de déplacement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Vous voulez répondre? Je vous laisse une... Oui, juste, je pense que... Alors peut-être que je me suis fait mal comprendre, mais il me semblait que c'était explicite. Alors, ok pour cette histoire de rue, l'aménagement par la MEL, c'est évident, c'est la MEL qui gère ce dossier au niveau de... Mais moi, il me semblait qu'il y avait quelques années, cette placette était accessible pour l'entrée des bus. Ça a été transformé depuis. Ça remonte à de très très nombreuses années. Je l'ai connu. Donc, on vous parlait pas de stationnement devant le collège. On vous a jamais parlé de drive devant le collège. Moi, ce que je vous proposais avec notre groupe, c'est de demander aux parents de se garer sur le parking d'OD. Certains le font, certains jouent le jeu. Moi, en tant que président de parents d'élèves de l'époque, on a fait des actions avec l'administration du collège pour justement influencer là-dessus. Dans ce sens-là. On vous demande aussi, on vous fait des propositions, puisque là c'est de la compétence du conseil départemental, c'est de proposer l'entrée du collège dans le parking, à partir du parking d'OD, ce qui éviterait de gros problèmes de dépôt, de drive et compagnie, puisque vous changez l'entrée du collège. Et c'est même une proposition des parents d'élèves et même de l'équipe administrative et professorale. Donc je pense que c'est une possibilité. Alors, pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous ne le proposez pas? Je peux répondre? Oui, allez-y. Merci. Coupez votre micro. Merci. Première réponse. Moi aussi, comme vous, j'ai des enfants. J'en ai 4 qui sont passés au collège. Personnellement, je me suis toujours garé sur le parking d'OD. Toujours. Pour aller chercher mes enfants. Maintenant, c'est aux parents de prendre leurs responsabilités. Comme vous le dites, c'est aux associations de parents. Qu'est-ce que vous voulez que la mairie fasse là-dessus? On peut leur dire... Mais on va le dire et le répéter, quel est l'impact? Je suis d'accord avec vous, quand les gens vont se garer sur le parking d'OD, ça se passe bien. Mais il y a malheureusement 30 mètres à faire ou 50 mètres à faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Maintenant, sur l'autre sujet du stationnement bus, c'est une demande que nous faisons depuis 2018. De pouvoir faire un bateau, parce que ça s'appelle un bateau, une zone de stationnement du bus qui serait en retrait. On nous oppose à ça, Ilévia et la MEL, que si on enlève le bus de là, ça augmentera la vitesse moyenne des voitures. Et ce sera beaucoup plus dangereux pour les enfants. C'est pas moi qui le dis, encore une fois. C'est les retours que nous avons. Des gens qui sont experts sur le sujet et qui refusent de faire ce bateau. Encore une fois, je tiens à votre disposition les documents qui prouvent notre demande et les refus qu'on nous oppose là-dessus. Donc, moi aussi, je souhaiterais avoir un bateau, Monsieur Novak. Mais voilà, on nous oppose que ça augmenterait le risque d'accident. Et c'est vrai, malheureusement, qu'au moins on met d'obstacles sur les voitures, au plus les gens roulent vite. Malheureusement, j'y peux rien. Alors, troisième et dernière question de votre groupe, et je pense que nous changeons d'interlocuteur. La parole est à Madame Auchard. Alors, Monsieur le maire, il est conseillé par le ministère de l'Éducation nationale d'équiper les écoles de détecteurs de CO2. En effet, certains de ces capteurs, de par leur usage dans les salles de classe, permettent de lutter efficacement contre la propagation du Covid, notamment chez les plus jeunes de nos concitoyens. Concrètement, lorsque ces capteurs indiquent que le seuil d'alerte est atteint, c'est qu'il devient bon d'aérer la pièce. En cette période de 5e vague, où la majorité des contaminations se passe à l'école, ma question est la suivante. Est-il prévu d'en équiper les établissements scolaires l'ERSOA? Dans le cas contraire, pouvez-vous les en équiper rapidement en sollicitant les fonds nationaux France Relance comme vous l'avez déjà fait sur d'autres sujets? Merci. Madame Auchard, le protocole de l'éducation nationale qui nous a été envoyé le 26 juin dernier
Justement, au sujet de l'aération et des capteurs de CO2. Il est appliqué dans toutes les écoles sur le temps scolaire et périscolaire. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés au moins 15 minutes le matin avant l'arrivée des élèves. Pendant chaque récréation, pendant les intercours, au moment du déjeuner, pendant le nettoyage des locaux. D'ailleurs, les enseignants se plaignent d'avoir froid. Une aération d'au moins 5 minutes doit également avoir lieu toutes les heures. Lorsque le renouvellement de l'air est assuré par une ventilation, son bon fonctionnement doit être vérifié, son entretien régulier doit être réalisé. Ces mesures sont strictement appliquées par les enseignants et bien sûr nos agents surtout et les encadrants. À ce stade, l'application du protocole fonctionne bien sur la question de l'aération. En outre, nous craignons à cet instant que l'installation de capteurs CO2 n'ait l'effet pervers d'attendre que le capteur sonne pour aérer, puisque justement, d'aucuns se plaignent qu'il fait froid parce qu'on aère trop. Je l'invente pas, encore une fois. Dans cette hypothèse, les classes du coup seraient aérées moins régulièrement qu'aujourd'hui. Malgré tout, je vous rassure, cela est bien prévu et sera budgété l'an prochain pour nous permettre d'équiper au premier semestre prochain chaque école d'un détecteur afin de le faire tourner dans les classes de chaque groupe scolaire, dans les classes de chaque groupe scolaire, c'est-à-dire 6 modules qui vont être installés à la fois dans les élémentaires et dans les maternelles. Et pourquoi ce but de les faire tourner? C'est justement pour que on n'attende pas systématiquement que ce système buzz pour aérer, pour que les gens prennent l'habitude et continuent, parce que je pense que ça nous sera encore imposé pendant un certain temps, continuent à faire l'aération et de temps en temps, ce sera aux responsables des écoles de faire déplacer cet appareil pour vérifier qu'on est en adéquation avec le bon usage. Et surtout, on privilégie avant tout l'aération. C'est ce qui est demandé avant tout au niveau des protocoles scolaires. J'espère que j'ai répondu à votre question. Pas de remarques? Très bien, merci. Alors, je passe maintenant à la question de l'autre groupe. La parole est à Monsieur Bourgois. Monsieur le maire, ma question est relative à la construction du centre culturel prévu rue Franklin. Comme il ne nous a pas été possible d'avoir accès au dossier technique de ce projet, les élus du groupe Vitaliser l'Air souhaiteraient connaître le régime d'exploitation de l'entreprise agricole installée rue Franklin à moins de 100 mètres de la parcelle sur laquelle devait être édifié le nouveau bâtiment municipal. Dans le souci d'éviter des dépenses d'études et de faisabilité pour un projet qui ne pourrait aboutir en raison de dispositions d'urbanisme particulières, il est primordial de savoir si la dite exploitation est soumise au règlement sanitaire départemental, RDS, ou si elle a le statut d'installation classée pour la protection de l'environnement, ICPE. Comme vous le savez, le Code rural interdit toute implantation de bâtiments d'élevage à proximité de constructions à usage d'habitation ou recevant du public. En conséquence et en raison du principe de réciprocité, tout projet de construction est également refusé à proximité de bâtiments d'élevage. Les distances à respecter varient en fonction de la taille de l'élevage. 50 mètres pour les plus petites exploitations, uniquement soumises au RSD, et 100 mètres pour les plus importantes qui ont le statut d'ICPE. Bien évidemment, on entend par bâtiment d'élevage tout bâtiment abritant des animaux ou du fourrage, installation de stockage et traitement des déjections animales, salle de traite, atelier de transformation, ce qui correspond exactement à la structure installée rue Franklin. Pourriez-vous également nous informer de l'avis de la Chambre d'agriculture que le service d'instruction du dossier a obligatoirement consulté sur le sujet? Merci, monsieur le maire. Monsieur Bourgois. En effet, vous avez tout à fait raison. Chaque exploitation agricole est classée selon un régime qui dépend de son type d'activité. Le règlement sanitaire départemental, le RSD comme vous l'avez cité, et l'installation classée pour la protection de l'environnement, ICPE, comme le sont les bâtiments industriels, de stockage principalement. En fonction de ce régime, un périmètre de réciprocité existe, 50 mètres pour le RSD, 100 mètres pour l'ICPE. Jusque-là, nous sommes tout à fait d'accord. Ce périmètre a été mis en place notamment pour limiter les conflits de voisinage liés à l'activité agricole, et il s'applique dans les deux sens.
Les exploitations agricoles ne peuvent pas construire à moins de 50 ou 100 mètres des habitations, et inversement, les habitations ne peuvent pas se rapprocher à moins de 50 ou 100 mètres des bâtiments agricoles. Jusque-là, nous sommes d'accord. Pour vous être agréable, nous avons réalisé une carte. Alors, on n'a pas eu le temps de la mettre sur la... parce que votre question date d'hier à l'heure, je tiens à préciser. Tout à fait à l'heure, mais entre hier, un peu avant 16 heures et aujourd'hui, il n'a pas été matériellement possible. Je tiens à votre disposition, je me ferai un plaisir de vous l'expliquer. Nous avons retracé l'implantation du secteur, pardon, comme ça. Je peux pas vous faire plus, désolé, on n'a pas eu le temps de mettre de vidéoprojecteur. Et nous avons tracé les petits ronds, enfin les petits cercles de 50 mètres et les plus grands de 100 mètres. Ce ne sont pas des cercles mais des ovales, puisqu'ils suivent la taille du bâtiment, que ce sont des bâtiments en longueur. Donc on part d'un point A à un point B du bâtiment, dans toute sa longueur bien évidemment, et on l'a fait pour les deux bâtiments, le bâtiment réellement d'exploitation et l'autre qui ne l'est pas. Donc je tiens à votre disposition qui démontre que dans tous les cas, les zones ne viennent pas toucher la zone concernée. Voilà, je tiens ça à votre disposition sans aucun problème. Nous avons réalisé donc cette carte, je le disais, avec un rayon de 50 mètres et de 100 mètres autour des deux bâtiments existants. Dans tous les cas, les parcelles concernées, je me ferai un plaisir de vous remettre ce document et de vous l'expliquer, par le futur espace culturel n'entre pas dans le périmètre de réciprocité, quel que soit le régime d'exploitation. 50, 100 mètres, un bâtiment ou deux bâtiments. Pour poursuivre, je rappelle que le bâtiment qui a été fait par le promoteur European Home, qui est le bâtiment qui est juste à côté de ce projet, qui est en frontal rue Franklin, a bien réussi, lui, à être édifié, alors que lui, il est dans le périmètre, et que les bâtiments agricoles étaient déjà existants. Dans le permis de ce projet, je tiens à le préciser, seul le bâtiment le plus au nord a été pris en compte, et avec un régime ICPE, pour votre information. Il y avait un projet de porcherie à l'époque, je le rappelle pour les anciens. Il y avait un projet qui a fait couler beaucoup d'encre de porcherie sur cette exploitation agricole. Il n'y a eu, je tiens à le préciser, à l'époque, pour ce projet, qui est construit depuis longtemps aujourd'hui, aucun avis négatif de la DDE qui instruisait alors le dossier, malgré le projet de porcherie. Les deux bâtiments donc de logement collectif, à la fois celui-là et celui qui est en fond de parcelle, étant situés en dehors du périmètre de réciprocité 200 mètres par rapport au bâtiment le plus au nord, qui est celui qui est pris en compte pour respecter ces règles. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, si vous le permettez, oui. Mais le problème, c'est que, je ne sais, il va falloir que je vienne voir le plan que vous avez fait, mais j'ai pris simplement une vue aérienne, j'ai pris l'angle d'un des bâtiments de l'exploitation agricole, et quand on fait un rayon de 100 mètres, on chevauche en partie la parcelle sur laquelle sera édifier la future construction. Sauf à remettre en question les capacités de mon service urbanisme et au travers de ce service urbanisme de mon service technique, j'ai tendance à croire que les plans qui ont été faits là à l'échelle avec les cercles et étendus en ovale, puisqu'ils suivent bien du début d'un bâtiment à un autre, donc c'est plus un cercle, c'est forcément un ovale, qui ont été faits sur les deux bâtiments, sont à votre disposition, vous démontreront qu'on n'est pas dans les purs. Voilà. Mais encore une fois, je vous invite, comme je l'avais fait la fois dernière, monsieur Bourgois, à venir rencontrer les services sans aucun problème, pour regarder sur un écran réel et avec les bonnes distances, ou même d'aller prendre un décamètre et d'aller le faire là-bas si vous le voulez. En tout cas, les éléments de réponse sont là. Je tiens à préciser juste une chose avant d'en terminer, sur ce projet-là, que malheureusement, vous saviez que nous avions programmé une réunion publique parce que je me suis engagé à d'abord présenter ce projet aux riverains, que malheureusement cette réunion publique, pour des raisons sanitaires, on a dû la remettre. Malheureusement, elle devait avoir lieu de mémoire la semaine dernière, enfin je sais plus, oui c'est ça, de mémoire il y a juste une semaine. On la fera dès que possible, bien évidemment, parce que je ne demande qu'une chose, c'est à pouvoir expliciter ce projet, avant tout aux riverains, comme je m'y suis engagé. Voilà, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter à tous et à toutes de bonnes fins d'année, d'abord un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, et juste une information quand même, restez prudents, restez vigilants, parce que malheureusement la Covid tourne encore, même si on a atteint un plateau en termes d'incidence sur le département, et donc forcément un peu chez nous aussi, on a atteint un plateau, donc avec un peu de chance il va redescendre. Par contre, ce qui continue à progresser, malheureusement, c'est les hospitalisations en réanimation. Et ça, malheureusement, ce chiffre continue à progresser encore aujourd'hui. Donc, soyez prudents, profitez-en au maximum, mais en restant prudents. Et à l'année prochaine. Merci. Et bien sûr,
D'habitude, le dernier conseil de l'année, on fait un pot, mais je vais même pas vous le dire. Par définition, c'est partie remise. Merci. Bonne fête à tous.